tout le monde aurait pu l'avoir, tout le monde aurait pu l'acheter. Là, on voit une belle opération de 150 000 € de marge. Faut pas que je la fasse. Comment déjà on fait pour se faire financer 1 million d'euros de marge alors qu'on bosse à McDo à 1500 €? On passe d'un stade où pas de marge à beaucoup de marge, il faut qu'on valide le bien. Et bienvenue sur ce podcast, on va parler immobilier, on va parler d'achat-revente, on va parler de grosses marges, en l'occurrence la plus grosse marge que j'ai faite à l'heure actuelle, que j'ai terminé l'opportunité, c'était il y a déjà 3 ans. La marge était de 350 000 €. Au tout début, dans le tableau Excel à notre prévision, combien a été la marge in fine à la fin de l'opération en payant tout ça, avec tous les petits aléas que l'opération nous a envoyés. Je te dirai ça juste après à la fin, en te disant un petit peu tous les chiffres. Je vais pouvoir te dire directement dans cette vidéo comment on a trouvé le bien, comment on l'a mis en place, est-ce qu'on était assujetti à la TVA, comment toi aussi tu vas pouvoir faire exactement la même chose. Des opérations qui ramènent 350 000 € de marge, c'est quand même sympa. On espère en trouver quand même beaucoup parce que c'est quand même cool et surtout qu'elle a duré quasiment pile 1 an. De l'achat à la dernière revente, on était quasiment sur 1 an. Donc 1 an, 350 000 € de marge, c'était pas mal du tout. On commence directement. Comment on l'a trouvé, ce fameux bien? Et bien en fait, c'est pas du off-market, c'est pas un notaire qui m'a appelé, c'est pas un agent qui m'a appelé, c'était tout simplement sur les sites de petites annonces. Tout le monde aurait pu l'avoir, tout le monde aurait pu l'acheter. Et le pire, c'est que le bien, il était resté quelque chose comme 1 mois et demi. Et en 1 mois et demi, il y a eu 2 visites, c'était 2 particuliers. Aucun marchand de biens, rien. Pourtant, j'étais sur la côte en Loire-Atlantique. Il y a énormément de marchands à cet endroit-là. J'en connais un paquet. Donc, j'ai jamais trop compris comment ça se fait que le bien n'a pas été visité ou quoi que ce soit par des marchands. Bon, dans tous les cas, moi, j'ai été très content d'être le premier professionnel à le visiter. Pour te donner un petit peu le contexte, qu'est-ce que c'était comme bien? Il y avait une très grande parcelle, un très grand bâtiment, c'était une longère. Une longère, pour ceux qui savent pas ce que c'est un grand bâtiment d'habitation où généralement la hauteur sous plafond au rez-de-chaussée est pas très haute et au R+1, globalement, tu es sous rampant. C'est en toit ardoise avec des gros murs en pierre. Il y a vraiment ce genre de bâtiment partout, donc c'est hyper facile. À la fin du podcast, tu vas pouvoir dire « Ah putain, je vais faire exactement pareil que Louis, je vais regarder un petit peu sur les sites de petites annonces, je vais appeler les agents immobiliers, voir si je peux pas faire ce genre d'opération parce que tu verras que ce n'est pas été si sorcier que ça. Alors, elle nous a fait perdre un petit peu de temps à un seul endroit. Je t'expliquerai un petit peu comment on a perdu du temps et comment toi tu peux aussi, via notre perte de temps et un petit peu notre expérience, en profiter pour toi gagner du temps. C'était hyper simple. Un soir, j'étais en train de scroller, un soir en journée, au bout de 3 mois d'officialisation de marchand de biens, j'étais en train de scroller, comme ça j'étais au bureau. Je scrollais, même pas sur Moteur Immo, parce qu'à l'époque, je crois que Moteur Immo n'existait pas. Moteur Immo, si tu sais pas ce que c'est le site qui répertorie toutes les annonces immobilières sur tous les sites de petites annonces. Par exemple, si tu regardes sur Le Bon Coin, si tu regardes sur Bien Ici, si tu regardes sur Se Loger, en fait, autant regarder directement sur Moteur Immo, parce que ça répertorie tous les biens sur tous les sites. Ce qui est quand même vachement cool. Et puis surtout, tu peux mettre pas mal de critères. Est-ce qu'il y a un ascenseur, combien de mètres carrés de parcelle, il y a plein de petits critères pour ne pas acheter, pour vraiment être un peu laser focus sur un certain type de bien, sur un certain type de quartier, ce qui est très agréable quand on est marchand de biens. Donc, j'étais sur Le Bon Coin. À ce moment-là, qu'est-ce que je vois? Une photo en drone, donc c'était vu de dessus. Il y avait une grande longère qui faisait pas comme un... Elle faisait un petit peu... Elle était un petit peu arrondie. Alors, pas comme un U non plus, comme un espèce de demi-U. Un demi-U. Un petit peu un croissant de lune. Qu'est-ce qu'on voyait comme ça à premier abord? On voyait une grande parcelle devant, qui était l'immense jardin. Et derrière, dans le fond, on voyait le grand bâtiment d'habitation. C'était une seule habitation. Et sur le côté, il y avait un petit gîte. Donc en fait, c'était juste une autre habitation qui était de l'autre côté du reporter. Ce bien, pourquoi ce bien il m'a sauté un petit peu aux yeux? C'est hyper simple. À ce moment-là, j'étais vraiment focalisé sur les divisions de bâti et un petit peu moins les terrains à bâtir. Les divisions de bâti, c'est vraiment l'opération qui demande le moins d'autorisation d'urbanisme parce que c'est simple, la division foncière n'est pas soumise à l'autorisation d'urbanisme. Alors ça dépend de ton secteur, ça dépend pas mal de choses, mais dans les 3/4 du temps, ça ne l'est pas. Donc en fait, toi, tu peux te positionner sans conditions suspensives d'urbanisme liées à cette division, ce qui va vraiment aider l'agent immobilier à faire passer ton offre, forcément. Donc, pourquoi j'ai cliqué? Il y avait le bâtiment avec 2 cheminées. Les 2 cheminées coupaient vraiment le bâtiment en 3, de manière pas quasiment parfaite, mais peut-être que le bâtiment, je dis n'importe quoi,
Il faisait les peut-être 60 mètres de long peut-être, et il coupait vraiment en 3, quasiment de manière parfaite le bâtiment en 3. Ce qui était quand même cool. Sachant que quand on voit une cheminée sur ce genre de bâtiment, sur même beaucoup de genres de bâtiments d'habitation, sur des maisons, si on voit une cheminée, il y a 99,9% de chances qu'il y ait un mur porteur qui sépare la maison de gauche à droite. Et donc, s'il y a un mur porteur qui sépare la maison, on peut couper le bien. Et on peut revendre, par exemple, 2 maisons et non pas 2 appartements. La règle, c'est que, par exemple, si on achète un immeuble et on fait un appartement en haut, un appartement en bas, on est obligé de le vendre en copropriété. Parce que, forcément, on ne peut pas démolir l'un sans l'autre. Si on démolit que le rez-de-chaussée, le premier étage, il va tomber. Donc, on est en copropriété. Si on fait que du gauche-droite, si on fait que du gauche-droite, séparé par un mur porteur, et qu'on sépare bien évidemment les réseaux, on peut vendre ça en monopropriété, donc ça vaut plus cher de vendre 2 petites maisons qu'un appartement au-dessus de l'autre. Et donc là, on ne pouvait pas en faire 2, on pouvait faire 3 maisons. Alors, du coup, j'ai appelé directement. En plus, l'agence au début, ça a été un peu compliqué au téléphone, honnêtement, même très compliqué au téléphone, parce que quand je lui ai dit que j'étais marchand de biens, enfin, je lui ai posé pas mal de questions sur les réseaux, sur tout ça, me demandé si j'étais professionnel. J'ai dit que j'étais marchand de biens, et alors là, pendant 10 minutes, j'ai dû lui expliquer qui j'étais, ce que je faisais, l'immatriculation de la société, l'adresse de la société, tout ça, pour qu'elle veuille bien nous faire visiter le bien, quoi. C'était vraiment compliqué pour rassurer l'agent immobilier, lui expliquer qu'on était des professionnels immobiliers, qu'on allait doubler personne, qu'on n'était pas agent immobilier, donc on n'allait pas lui voler un mandat, et que nous, on voulait juste lui acheter, et que grand plaisir de faire une opération avec elle, parce qu'en plus, si ça allait jusqu'au bout, on allait lui remettre les lots à la revente derrière. Donc, elle avait tout intérêt, elle, à nous vendre le bien. On va en visite. Une fois qu'on va en visite, grande blague. Ça m'est arrivé qu'une seule fois. Pourtant, des biens, j'en ai visité un paquet. J'ai fait quelque chose comme 37 opérations marchands, je pense. Donc j'ai dû en visiter, je sais pas, peut-être 200 biens. Au moins 200 biens. Grand truc qui m'arrive absolument jamais, enfin ce qui est arrivé la seule fois ici. On était en visite, on calcule un petit peu sur un bloc-notes rapidement à la sortie de la visite, avec l'agent immobilier justement, et mon associé, parce que sur cette opération-là, j'avais un associé à l'époque. On calcule, ok, alors la première maison à gauche, on va la vendre X, la deuxième du milieu, on va la vendre X, la troisième, on va la vendre X. On calcule un petit peu combien on va revendre l'ensemble, et on trouve pas de marge. Mais vraiment aucune marge. On se dit, mais attends, mais c'est pas possible, on est à 0. Quand tu achètes un bien et que tu le divises en 5, généralement, tu fais de la marge. Généralement, en 2, 3, tu fais de la marge. Quand tu divises en 5, tu es censé faire de la marge. On coupe la maison en 3, enfin, on fait 3 maisons, qui vont être quand même assez grandes. Les 3 maisons devaient faire chacune entre... La plus petite, elle faisait 80 et la plus grande, elle devait faire 120. Donc c'est quand même un peu de surface pour des maisons, avec des jardins extérieurs. C'est vraiment des belles petites maisons. Plus de terrains à bâtir. Terrains à bâtir, on était en Loire-Atlantique, sur la côte. Les terrains à bâtir en Loire-Atlantique, sur la côte, tu les vends quand même assez cher. Et on trouvait pas de marge. On se disait, mais c'est pas possible. On gagnait quoi? On gagnait 20 000 euros sur l'opération. Du coup, on s'est dit, mais il y a un problème. On refait les calculs une fois, 2 fois, 3 fois, on se trompe. Et à un moment, je recalcule, je me dis, mais attends, mais on a oublié un lot. Comme on était des andouilles ce jour-là, on avait oublié le lot du milieu à rajouter. Et le lot du milieu, on le vendait, lui, 320 000 euros, ce qui faisait que c'était forcément une grande partie de la marge. On passe d'un stade où pas de marge à beaucoup de marge, il faut qu'on valide le bien. L'immobilier qu'on fait une offre, l'offre passe, on achète le bien, forcément pour faire financer extrêmement facile. Alors c'est jamais très compliqué de faire financer une opération marchand de biens. Quand on le présente bien, qu'on a le bon dossier et qu'on a un bon historique, quand il y a des marges de 350 000 euros en faisant de la simple division entre guillemets, encore plus simple à faire passer au banquier. On le fait financer, ça se passe bien. On arrivait on arrivait quoi, 1 mois et demi avant l'acquisition. Là, c'était là vraiment où on fait les plannings des travaux. Qu'est-ce qu'on avait à faire? On devait faire des tranchées parce qu'on devait ramener des compteurs d'eau et d'électricité sur les maisons, et les terrains bâtis, on les vendait comme ça à viabiliser, parce que la viabilisation passait directement dans la rue. Donc on les vendait à viabiliser, on faisait rien pour les terrains. On avait compté le fait de faire une tranchée, de rajouter des compteurs et de poser... on pouvait pas mettre de claustras à cet endroit-là, dans le PLU ça marchait pas. Un espèce de claustras mais différent des claustras que le PLU voulait bien qu'on mette, en gros. Du coup, on appelle tous les paysagistes du coin. Nous, notre paysagiste, il était complètement full pour les 6 prochains mois. On appelle d'autres paysagistes, tout le monde était full. On comprend pas. J'ai passé peut-être
une journée à appeler tous les paysagistes de Loire-Atlantique. Il n'y en avait aucun qui pouvait me donner une date d'intervention le mois d'après. Et du coup, on a un peu flippé sur le coup parce qu'on s'est dit, mince, nous, notre but, c'est de recommercialiser rapidement. Une fois qu'il y a les séparations de jardin, pour vraiment que le client derrière le petit particulier puisse se projeter, il voit que le jardin, il y a non pas 2-3 bornes dans le jardin et on lui explique que c'est de cette borne-là à cette borne-là. Ça, les particuliers, ça marche pas, ils se projettent quasiment pas. Quand il y a des claustras, quand il y a une petite rangée de buis, et bah forcément, le petit particulier, il se projette facilement. Il se dit que s'il arrive avec son chien, il peut lâcher le chien dans le jardin, il n'y a pas de problème. Les enfants, pareil, ils peuvent pas aller de l'autre côté chez le voisin. Et donc, ce qu'on a fait, et ce qu'on fait de plus en plus, et ce que je fais toujours, ce qui marche très bien, c'est que quand je trouve pas d'artisans, parce que soit ils sont trop chers, soit ils n'ont pas de disponibilité, je vais directement sur Le Bon Coin, et là, il y a plein d'artisans qui sont un petit peu nouvellement créés, qui n'ont pas de réseau, ils viennent de se monter soit paysagistes, soit plaquistes, et du coup, ils veulent bosser. Et du coup, j'en avais appelé, je sais pas, j'avais trouvé 2-3 gars qui étaient pas trop mal, je posais 2-3 questions, il y en avait 2 qui étaient sérieux. Sur les 2 qui étaient sérieux, il y en avait un qui était quand même plus sérieux, avec un prix qui était au marché, c'est ça. Du coup, on l'a fait bosser directement. Et ça, c'est vraiment le petit hack, c'est que quand les artisans sont trop chers, ou quand on ne trouve pas de disponibilité, moi je fonce tout le temps sur Le Bon Coin pour retrouver un nouvel artisan. Je lui briefe que derrière il y aura des nouveaux chantiers. Je lui briefe qu'il faut qu'il soit au prix du marché parce que nous on connaît par cœur les prix du marché, donc il faut qu'il soit au prix du marché. Et à partir du moment où il est sérieux, qu'il est disponible à la date du début de chantier prévu et qu'il est au prix du marché, et bah banco, on bosse avec lui et c'est parti. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pu détacher 2 terrains à bâtir, un sur la gauche, un sur la droite, une voirie au milieu, une petite allée, et l'allée débouchait sur 3 maisons directement, avec une petite zone de retournement, une petite zone parking pour les 3 maisons. Et donc, on a pu commercialiser tout ça. Les 3 maisons sont parties très rapidement, très facilement. On a mis un petit peu le budget ganivelle, buis, donc ça avait vraiment une bonne tête. Les prix, on était vraiment au prix du marché. Donc c'est quand même parti assez rapidement. Dès qu'on est sur la côte ou dans des emplacements un petit peu sympas et qu'on fait de la division, et ben ça part, mine de rien, pas mal. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On avait les terrains à bâtir qui nous restaient à vendre. On avait trouvé rapidement acquéreurs. Nos acquéreurs, quand on vend des terrains à bâtir, forcément, qu'est-ce qu'ils nous mettent en conditions suspensives, les petits particuliers? Ils nous mettent leur financement. Bon, à partir du moment où nous, on a une lettre du banquier, on valide le fait de leur vendre à eux. Et après, ils nous mettent aussi un permis de construire, forcément. Parce que s'ils n'ont pas le permis de construire, ils n'achètent pas le terrain. Ce qui est très classique. Dès qu'on vend des terrains à bâtir, on a les permis de construire. Des personnes qui nous achètent en conditions suspensives. On avait trouvé 2 clients qui étaient très bien pour nos 2 terrains. Ils faisaient des projets de construction vraiment tout simples, qui étaient très bien, projet d'archi, donc l'archi agréé le PLU, il n'y avait pas de sujet. Et malheureusement, les 2 se sont vus avoir des refus de PC. Donc ils ont déposé les 2 des nouveaux permis de construire. Les 2 refus de PC, refus de permis de construire. Et là on s'est dit, c'est quand même gros. Les 2 ont déposé chacun 2 permis de construire. En plus on fait des rendez-vous, enfin leurs architectes respectifs ont fait des rendez-vous à l'urbanisme. Donc l'urbanisme a quand même un peu prévalidé le permis de construire. Et là, par 2 fois, chaque acheteur de nos terrains se voit refuser le permis de construire. Du coup, on trouvait ça extrêmement bizarre. On a appelé la mairie et au bout d'une demi-heure de téléphone avec l'instructrice, on a compris, et ça c'est un peu une règle, c'est malheureux, mais ça se passe comme ça de temps en temps, c'est qu'il y a certains instructeurs d'urbanisme dans les mairies qui vont venir vraiment favoriser les architectes du secteur. Nous, on était à côté d'une grande ville. Les 2 clients de nos 2 terrains avaient pris des architectes d'une grande ville et non pas un architecte de la petite ville, là où on vendait le projet. Et en fait, on a rapidement compris que c'était ça parce qu'en fait, l'instructeur à la mairie me l'a pas dit directement, mais il me l'a sous-entendu. J'étais déjà au courant de ce genre de pratique. Du coup, j'ai appelé les acquéreurs des terrains à bâtir. Je leur ai expliqué qu'il fallait changer d'architecte parce qu'ils ne vont pas valider un permis de construire si l'architecte n'est pas de la région.
Ils ont changé d'architecte, ils ont pris les deux le même, l'architecte qui avait le bureau en face de la mairie. Et comme de par hasard, le permis de construire a été validé avant les 2 mois d'instruction. Donc comme quoi, des fois, si ça passe pas par la porte, faut passer par la fenêtre. Et donc ça, c'était un petit peu, ça nous a fait un petit peu suer parce que mine de rien, on a perdu quand même pas mal de temps. L'opération tout compris, elle a duré un petit peu plus d'1 an. La marge, in fine, elle n'était plus de 350 000 euros parce qu'on a eu des petits travaux supplémentaires par notre artisan. On avait mal devisé, on devait mettre 3 microstations pour nos 3 lots bâtis, nos 3 maisons qui étaient à l'arrière de la parcelle. Des microstations, si vous savez pas ce que c'est des espèces de grandes cuves en fait qu'on enterre dans le jardin et ça réceptionne toutes les eaux usées de la maison, ça fait tout un filtre, tout un tri et après ça part en drainage dans le jardin, quoi. Et ça, on met des microstations quand il n'y a pas de tout à l'égout dans la rue, quand il n'y a pas de tuyau de tout à l'égout classique où les gens peuvent se brancher à l'égout. Dans les régions vraiment rurales, c'est comme ça que les personnes évacuent un petit peu leurs eaux usées. Et donc on a eu quand même un petit peu plus cher que prévu parce que 3 microstations indépendantes. Les microstations, on a mis un petit peu de budget pour être sûr qu'on ne soit pas rappelé et qu'on soit vraiment tranquille, donc on a pris des belles machines. L'artisan, je pense qu'il n'avait pas fait ça beaucoup de fois au début, donc vu qu'il était un petit peu fébrile sur la pause, il a mis quand même pas mal d'heures. et au final, la marge était de à peu près dans les 325 000 euros. Donc ce qui était quand même cool, on était au-dessus des 30% de marge. Donc honnêtement, ce fut vraiment une super opération. Ça a été ma plus rentable pendant quasiment jusqu'à aujourd'hui. C'est l'opération terminée la plus rentable. Enfin la plus rentable en termes de montant de marge, pas en termes de pourcentage. Parce que après, toutes les autres opérations, c'était vraiment de la détachement de terrain classique. Ou alors de la maison qu'on coupait en deux. Une maison très large qu'on coupait en deux pour faire une maison à gauche, une maison à droite. Et ça, ce type d'opération, c'était des opérations qu'on trouvait vraiment dans des villes moyennes ou des grandes villes. C'était globalement un chiffre d'affaires ou un prix de revient tout compris avec le coût de la maison, les frais d'agence, les travaux. C'était entre les 350 et les 450 à peu près. Ça coûtait ce genre d'opération et la marge était entre les 70 et 90 000 euros. Ça, c'était vraiment le type d'opération que j'ai fait le plus. On en faisait entre 6 à 8 par an, mine de rien. Et ça marchait bien. Donc, une opération comme ça, forcément, ça faisait la marge de 4-5 OP. Donc, c'est un petit peu notre opération favorite. Jusqu'au jour où moi, j'ai changé de secteur. Avant, je bossais énormément en Loire-Atlantique. Aujourd'hui, je bosse un petit peu plus en région parisienne et Paris, même intramuros. Et là, forcément, les prix sont beaucoup plus chers, donc les marges sont aussi beaucoup plus chères, forcément. Généralement, la marge, elle est de 20, 25, allez, 30% dans Paris. Dès qu'on trouve un bien à 1,5 million, forcément, 20% d'1,5 million, ça fait 300 000 euros. Et 1,5 million dans certains quartiers, c'est des T2 ou des petits T3. Donc forcément, des marges de 300 000 euros, en ce moment, moi, j'en ai plein dans les tuyaux. Il y en a une qui devrait passer. Je touche du bois, mais elle n'est pas encore passée. Donc à ce jour, cette marge de 350 000 euros, c'était et c'est la plus belle et la plus grosse de mon petit historique de marchand bien. Ça fait quoi? Ça fait 6 ans, 7 ans que je suis marchand? 6 ans, je pense. Et c'est clairement la plus grosse. Pour le moment, je touche du bois pour que dans 3 semaines, la nouvelle plus grosse soit validée. Après, on va parler un petit peu du bulletin public. Je ne sais pas si tu as vu, mais sur cette chaîne YouTube, je publie un bulletin public. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Les Américains ils font beaucoup ça. Ça s'appelle un petit peu construire en public. Donc en fait, moi, mon but cette année, c'est de faire 1 million d'euros de marge en marchand de biens. 1 million d'euros de résultats, pas de chiffre d'affaires, vraiment de bénéfices. Pour faire ça, je bosse essentiellement en Loire-Atlantique et à Paris. Que sur des gros biens, minimum 200 000 euros de marge par opération. Parce qu'en dessous, je ne prendrai pas les OP et je les prends plus, je les envoie à d'autres marchands de biens ou alors aux membres de mon accompagnement directement, je leur envoie les opérations. Si je fais que des opérations à 100 000, pour faire 1 million d'euros de marge cette année, il faut que j'en fasse 10. Gérer 10 opérations, c'est quand même beaucoup de jobs. Et autant avant, on en faisait entre 6 et 9 par an.
mais c'était différent. J'avais un associé, on avait des bureaux, j'avais recruté un développeur foncier qui cherchait toute la journée des projets. J'avais recruté aussi, j'avais salarié un ingénieur dans le bâtiment qui était lui un petit peu chargé d'opération. Donc c'est lui qui gérait avec Enedis, avec la voirie, avec les artisans, tous les travaux qu'on avait. On avait des bureaux, des voitures de société, tout ça. J'avais mis en place, avec mon associé, on avait quand même mis en place une belle boîte. Sauf qu'au final, t'as beau empiler le nombre d'opérations, ben en fait, tu perds en liberté. Et donc, aujourd'hui, je suis absolument tout seul. Je veux rester tout seul et je bosse tout seul. Alors, j'ai des associés sur certaines opérations, mais j'ai pas de salariés, j'ai pas de voiture de société à d'autres personnes ou quoi que ce soit. Vu que je veux faire 1 million d'euros de marge et que je veux rester tout seul avec mon petit bureau, mon petit téléphone, mon ordinateur et pouvoir partir en vacances absolument quand je veux, eh bien, c'est tout simple. Il faut que je trouve des grosses opérations parce que s'il n'y a que moi qui les gère, je n'ai pas envie d'en gérer 8. J'ai envie d'en gérer, allez, maximum 4. Si je gère 4 chantiers de rénovation, ça se fait très facilement en une année. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut dire non à des opérations rentables. Des fois, tu ne trouves pas d'opération en 3 mois ou en 2 mois de prospection. Et là, il y a un agent immobilier qui t'apporte une opération facile avec, je sais pas, 100 ou 150 000 euros de marge. Mais tu es obligé de lui dire non parce que toi, tu dois aller chercher des grosses opportunités. Parce que ton objectif, c'est de faire 1 million d'euros par an. Donc, tu ne dois pas aller taper des opérations qui font 100 000 euros de résultat. Il faut aller taper des opérations qui font minimum 200 000 euros de résultat. Et ça, c'est assez compliqué au début de dire non. Parce que tu dis, ah, ça fait 2 mois que je trouve rien. Là, on me voit une belle opération de 150 000 euros de marge. Faut pas que je la fasse. Je suis obligé de la renvoyer à quelqu'un d'autre. Et du coup, dans ta tête, tu dis, ouais, mais qui va m'assurer que je vais retrouver des opérations de 100 000 euros de marge? Au final, on les trouve toujours. À l'heure où je tourne ce podcast, j'en ai déjà trouvé une. Dans les tuyaux, il y en a normalement une deuxième, mais c'est pas sûr. Donc, l'année avec le 1 million d'euros de marge, ça va être très compliqué à faire, mais ça va être très bien à faire. Et donc, ouais, le but de cette année, c'est de faire un building public, donc vraiment de faire des vidéos tous les mois où je vais pouvoir venir te récapituler un petit peu quelles sont les stratégies que je mets en place pour aller chercher tout ça, quels sont les trucs et astuces, quels sont les sites, quelle est l'imposition, quelle est la fiscalité, comment tu montes une boîte en étant marchand. On va vraiment te montrer tout l'envers du décor d'un marchand qui fait son job de marchand et qui essaye de faire quand même un petit peu de marge. Ça peut être hyper sympa. Et il y a un autre truc que j'ai pensé à faire. Dis-moi ce que t'en penses un petit peu dans les commentaires. Et si je vois qu'il y a plusieurs fois... si je vois que vous êtes vraiment chaud et que vous me dites que vous êtes chaud dans les commentaires, je le ferai. Ce que j'ai envie de faire, une fois que j'ai terminé le building public, 1 million d'euros de marge en marchant en une année, bah forcément le défi sera terminé, donc j'aurai envie de faire un deuxième défi. Comme deuxième défi, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire un building public, pareil, mais j'ai envie de montrer comment on peut faire pour se faire financer 1 million d'euros de marge en un an, tout en bossant chez McDo. Et ça peut être hyper sympa. Parce que forcément, tout le monde sur Terre peut bosser chez McDo. McDo, ils prennent que des gens qui sont motivés et qui ont envie de bosser. Donc, à partir du moment où tu as envie de bosser, bah, tu peux être embauché chez McDo à 1 500 euros. Et je sais pas, je ferai ça pendant un an. Alors, je sais pas combien de temps je vais tenir à faire le drive de McDo. Mais ça peut être très drôle de mettre une année de côté pour faire une série de vidéos comme ça. Et du coup, le but, c'est que j'aille voir mes banques et dire que je suis un salarié de chez McDonald's France et que je vais me faire financer. Et j'explique un petit peu aux gens et que je montre toutes les stratégies du comment déjà on fait pour se faire financer 1 million d'euros de marge alors qu'on bosse à McDo à 1 500 euros. Parce qu'une fois que tu t'y connais suffisamment, t'as pas besoin de salaire, t'as pas besoin de rien. Une fois que tu t'y connais suffisamment dans les banques, dans le système financier, dans les associations, dans tous les systèmes de financement qu'on a aujourd'hui, c'est plus une question de est-ce que je vais réussir à me faire financer. Quand on débute l'immobilier, on se dit toujours ah ouais mais j'arriverai pas à me faire financer si, ou ah non je suis déjà à 35%, X ou Y, on se dit plein de choses. C'est complètement faux en fait. C'est juste que on connaît pas. Alors il y a 2 problèmes à ça. C'est que le premier, on connaît pas tous les systèmes de financement qui existent aujourd'hui. Et le deuxième, on a des grosses pensées limitantes sur l'endettement en fait, ce qu'on peut faire au niveau de notre endettement. Les 35% d'endettement, je connais aucune personne qui est vraiment motivée qui est restée bloquée à 35% d'endettement. Enfin, ça n'existe pas. 35% d'endettement, c'est pour les gens qui disent oui au banquier. Si tu dis non au banquier, tu seras au-dessus des 35% d'endettement. Alors il y a 1000 et une techniques à faire, mais ça peut être vraiment cool de présenter mes fiches de paye, McDo, 1 500 euros à des banquiers,
tout expliquer sur YouTube et montrer qu'on peut se faire financer 1 million d'euros de locatif. Ça peut être hyper stylé. Honnêtement, ça va me saouler au bout d'une heure de travailler chez McDo, je me connais, je pense que ça va être chiant. Mais si je sais que c'est pour un projet de vidéo, honnêtement, ça peut être vraiment sympa. Alors honnêtement, je vais rester peut-être que juste 3 mois juste pour avoir plus de période d'essai et pour pouvoir me faire financer. Et au bout de 3 mois, là, je peux me faire financer. Donc si je la joue bien, je vais faire financer les 4-5 biens en même temps via mille et une stratégies pour choper le 1 million d'euros de crédit et de biens immobiliers. Et là, j'aurais validé mon million d'euros de locatif. Sans aucune expérience, sans rien, juste avec le 1500 euros du McDo. Ou alors, deuxième projet, je pars avec ma rémunération actuelle, avec mes avis d'impôt actuels, et je vais essayer de me faire financer le max de locatif en une année. Ça peut être aussi cool. Mais c'est moins reproductible parce que je trouve que l'histoire est moins belle. L'histoire est plus belle quand tu fais tout de A à Z et que tu l'expliques et que tu montres aux gens, et comme ça tout le monde peut se dire « Ah ouais, mais en fait, il y a ça qui existe. Ah, j'avais pas compris, mais on peut faire comme ça. Ah oui, mais on peut faire ça plus ça. Ah oui, mais on m'avait pas expliqué ça comme ça. » Et hop, tu changes un petit peu les pensées de certaines personnes. Les gens, ils prennent aussi en ambition parce qu'ils voient que si tu as réussi à le faire, alors que tu as exactement le même poste, la même situation qu'eux, ou même des postes et des situations inférieures à eux, bah pourquoi eux, ils le feraient pas ? Ah, c'est une question, pourquoi ils le feraient pas? Ça peut être une bonne idée. Enfin bref, est-ce que je fais ce petit building public from 1500 euros McDo to 1 million d'euros de locatif le plus rapidement possible? Ça peut être vraiment hyper sympa. Ça peut être vraiment hyper sympa. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et bah écoute, j'espère que tu auras appris 2-3 trucs sur mon opération la plus rentable actuelle. Mets un petit like et on se voit très prochainement pour le prochain podcast.